Intégral Bourse avec Grégoire Favet. Il est un peu plus de 16h, merci d'être avec nous sur BFM Business. Bienvenue si vous nous rejoignez, on est ensemble pendant encore 2 heures pour suivre les mouvements de marché, commenter l'actualité des marchés financiers, des mouvements de marché aujourd'hui qui se focalisent sur les devises avec un mouvement de baisse du dollar et de réappréciation de l'euro, ce qui donne une parité euro-dollar à près de 1,16. Donc on est quand même sur des plus hauts de plus d'un an sur l'euro-dollar, 1,1580 pour 1 euro. Évidemment ça a un impact, des impacts sur les autres classes d'actifs, sur les marchés actions européens. Évidemment, ça pénalise les bourses européennes avec un Eurostock 50 qui recule de plus de 1% cet après-midi. Le CAC 40 à Paris cède 1%. On repasse sous les 5200 points, 5175 points. Le DAX à Francfort est encore un peu plus pénalisé, moins 1,37% pour l'indice allemand cet après-midi. On voit le secteur financier qui recule également. On parlera dans un instant des résultats de quelques grandes banques américaines qui ont encore été publiés ce matin à New York avant l'ouverture des marchés américains. Mais notez qu'en Europe, le secteur financier est un des secteurs les plus en retard aujourd'hui. AXA, Société Générale ou BNP Paribas affichent des replis de l'ordre de 2%. Et puis on notera également le gros accident de parcours d'Ericsson dans les équipements télécoms, bien sûr. Ericsson qui affiche une perte d'exploitation plus importante que prévu, qui abaisse ses ambitions pour un certain nombre de ses activités d'ici la fin de l'année. Le titre Ericsson est très lourdement sanctionné à Stockholm, moins 15% quasiment, et entraîne dans son sillage les autres titres du secteur. Et à Paris, Nokia notamment signe la plus forte baisse du CAC cet après-midi, moins 3%. On notera quand même du bon côté des choses quelques groupes qui ont publié leur chiffre d'affaires et pour lesquels ça se passe bien. C'est le cas de Virbac dans la santé animale. On peut le noter puisque c'est quand même une hausse de 5,5% du titre Virbac après une croissance des ventes de 7,5% sur le trimestre écoulé. Voilà pour le panorama de l'actualité du jour. Le mouvement sur les devises qui reste un mouvement important avec cette faiblesse du dollar qui se confirme encore un peu plus aujourd'hui après un nouvel échec pour la réforme de l'assurance santé au Sénat. C'était hier aux États-Unis, bien sûr. Grégory Volokin, on vous retrouve en duplex depuis New York, président de Mescard Financial Services. Il y a plusieurs déterminants, j'imagine, qui jouent dans la faiblesse du dollar. L'aspect cyclique, le cycle américain qui s'essouffle un peu plus, en tout cas en comparaison du cycle européen, qui lui reste quand même plutôt bien orienté, en tout cas qui reste dynamique. Il y a la question des banques centrales, bien sûr, mais il y a la question presque personnelle autour de Donald Trump, ou en tout cas la question politique sur sa capacité à agir. Et il subit un nouveau revers au Sénat sur l'idée de réformer l'assurance santé. Grégory, comment est-ce qu'on peut expliquer juste peut-être la situation et quelles conséquences est-ce que ça peut avoir désormais sur la suite du programme de l'administration de Donald Trump? Oui, pour expliquer la situation, il faut dire que tout simplement, le parti de Donald Trump, le parti républicain, n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un projet de loi pour annuler Obamacare, donc le plan de santé de Obama, et le remplacer par Trumpcare. Ils sont pas mis d'accord parce que d'un côté, vous avez la droite des républicains qui voulait supprimer en gros beaucoup d'aides, je dirais, au niveau des assurances pour les personnes âgées, pour les personnes malades. Donc ça aurait entraîné plus de 20 millions d'Américains qui auraient perdu des soins médicaux et l'assurance de ces soins. Puis de l'autre côté, vous aviez les républicains les plus modérés qui disaient non, pas du tout, on peut pas faire ça en gros à nos électeurs. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Il n'y aura pas de vote pour remplacer Obamacare. Peut-être qu'il y aura un vote pour tout simplement annuler ce qu'on appelle Obamacare. Donc, et ça, il me semble que c'est encore plus difficile à obtenir. Et c'est un peu les commentaires qu'on entend aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, ça va totalement disparaître, je dirais, dans les poubelles de l'histoire pendant assez longtemps, ce renouvellement ou cette annulation de tout le programme d'assurance santé de Obamacare. Qu'est-ce que ça nous dit de la suite, Grégory? Parce que on l'expliquait et vous nous l'expliquiez également au début du mandat de Donald Trump. Cette réforme de l'Obamacare, c'était le point de départ qui permettait ensuite de poursuivre le programme de réforme sur les questions de fiscalité et sur les questions budgétaires. Est-ce que là aussi, alors ça fait un moment que les ambitions en la matière ont été très nettement rabaissées, notamment de la part des investisseurs et des marchés. Est-ce qu'une taxe réforme, une réforme fiscale est également définitivement enterrée à ce stade?
Elle n'est pas enterrée, mais cette réforme fiscale, on voit maintenant le problème pour qu'elle avance. Et le problème, c'est justement cette scission à l'intérieur du Parti républicain. Et on va avoir exactement le même phénomène au niveau de la discussion des réformes fiscales. D'un côté, vous aurez des républicains qui veulent baisser massivement les impôts, et ça veut dire aussi baisser évidemment les impôts des gens qui gagnent le plus d'argent. Et ça, c'est pas populaire chez les républicains les plus modérés. Ils aimeraient en fait garder des taux d'imposition élevés pour le 1 ou 2% de la population qui est le plus favorisé et baisser le reste. C'est l'exemple typique, disons, d'un projet de réforme qui risque d'échouer comme le projet Obamacare. Et en fait, c'est ça qui, le projet Trumpcare, et c'est ça qui explique aujourd'hui la faiblesse du dollar. On commence à se dire, mais au niveau de ces réformes de fond, ça va être très très difficile d'obtenir un consensus à l'intérieur du Parti républicain. Bon, on efface encore un peu plus ces ambitions, les ambitions qu'on pouvait, ou les espoirs qu'on pouvait avoir encore autour de la capacité de Donald Trump à passer des réformes. Faiblesse du dollar, effectivement, on le rappelle. Et puis on a un mouvement sur l'euro aussi. On a deux phénomènes peut-être qui sont en train de jouer sur ce marché des devises. L'euro-dollar qui est proche de 1,16 désormais. 1,1580 pour un euro. C'est bel et bien le mouvement du jour qui impacte les marchés actions en Europe avec une baisse de l'ordre de 1%. Les marchés actions aux États-Unis, alors qui ne sont pas forcément soutenus par la faiblesse du dollar. Grégory, qui regarde peut-être plus les résultats d'entreprise. On va bientôt avoir une photographie complète des résultats de l'activité des grandes banques américaines. Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch ont publié leurs résultats avant l'ouverture des marchés américains. Bon, c'est toujours un peu la même histoire, hein, notamment sur les activités de trading, sur le marché obligataire, sur les devises, sur les commodities, les matières premières. Ça n'a pas du tout été une bonne période et un bon trimestre. Alors, on peut prendre l'exemple de Goldman Sachs avec une chute assez spectaculaire justement de ses revenus issus du trading. Oui, moi je dirais qu'en gros c'est un secteur bancaire qui est en train tout simplement de rétrécir et que ça soit Goldman, que ça soit Bank of America, on voit que de toute façon ils n'arrivent plus du tout à avoir des croissances de revenus. Imaginez que par exemple pour Goldman Sachs, qu'on appelle FICC, donc c'est le revenu de trading au niveau du fixed income, au niveau obligataire, est arrivé en dessous des revenus qu'ils avaient en 2006. C'est tout un secteur tout simplement qui est en train de changer de voilure. Et il est de moins en moins considéré par les investisseurs comme un secteur de croissance. Et je dirais en plus, et je le répétais même depuis assez longtemps, c'est pas un secteur qui vraiment indique la santé ni de l'économie américaine ni des compagnies américaines. Vraiment là, le secteur bancaire a ses propres challenges. L'autre challenge évidemment du secteur bancaire, c'est des taux d'intérêt qui restent extrêmement bas. Ça a beaucoup affecté Bank of America qui a besoin de ce qu'on appelle le spread, hein, le différentiel de taux pour gagner la plus grosse partie de ses profits. Mais en fait, chaque banque a ses propres problèmes et c'est des problèmes tout simplement que les beaux jours, on a l'impression pour les banques, sont vraiment derrière eux. Bon, et avec une réaction de marché négative, hein, comme on avait pu le voir sur les publications précédentes dans ce secteur bancaire aux États-Unis. Goldman Sachs recule de 0,8%, Bank of America recule de 0,7% cet après-midi. Un secteur en revanche où il y a de la croissance, un groupe où il y a de la croissance, c'est Netflix, Grégory. Ça a d'ailleurs l'air d'étonner le marché, en tout cas quand on voit la réaction du titre, plus 10% sur Netflix. Certains doutaient qu'il y avait encore de la croissance dans un groupe comme Netflix, Grégory. Écoutez, la lecture devient difficile parce que vous vous souvenez, au mois de mai, Netflix et tous les FANG baissaient catastrophiquement et on disait c'est la fin de ce secteur Internet, il est trop cher. Au mois de juin, rebolote, Netflix baissait de 5-6%, Amazon baissait. Et puis aujourd'hui, tout d'un coup, on redécouvre qu'en fait, c'est des compagnies qui n'arrivent pas vraiment à augmenter leurs profits, pas du tout. Par contre, la croissance de leurs abonnés est assez fantastique. Alors pour Netflix, qu'est-ce que les investisseurs regardent aujourd'hui? On regarde qu'en fait, actuellement, ils ont dépassé le nombre d'abonnés à l'international que le nombre d'abonnés qu'ils avaient aux États-Unis. Alors pourquoi c'est important? C'est très vite dit, c'est important parce que les États-Unis, c'est déjà pratiquement exploité comme terrain de chasse pour Netflix, avec plus de 50 millions d'abonnés. Par contre, l'international, avec 51 millions, évidemment, il y a encore un réservoir énorme de croissance. Alors vraiment, je vous dirais, le marché, il a deux lectures. Un jour, il aura la lecture, c'est beaucoup trop cher. Et puis l'autre jour, il dira, ah oui, mais quand même, regardez le nombre d'abonnés. Et c'est là qu'il y a la croissance. Alors, qui va l'emporter à la longue? Je vous dirais, à la longue, ce qui est très intéressant, c'est que Netflix, actuellement, a pour 17 milliards de dettes non financées qui sont
tous les films qu'ils ont tout simplement créés et commandés. Et ils disent eux-mêmes, on n'aura pas de cash flow positif pour ces prochaines années. Alors si un jour cette croissance des abonnés diminue, ça sera la catastrophe pour les titres, sauf que rien n'indique en ce moment qu'elle est en train de diminuer. Et oui, c'est ça, hein, créer des contenus, ça coûte cher. Hein. Ils dépensent 6 milliards de dollars par an, je crois, hein, pour créer de nouveaux contenus. Donc tout ça s'accumule et il y a un passif de 17 milliards, effectivement, avec cette absence de cash flow, où effectivement, ça pourrait être une situation délicate. Aujourd'hui, en tout cas, le marché voit ça d'un bon œil. Hein, et retient surtout la croissance des abonnés, l'international qui représente désormais une part un peu plus importante que la partie américaine, et le titre Netflix qui progresse de 10%. Merci beaucoup, Grégory Volokin, avec nous chaque jour en duplex depuis New York, le président de Mescard Financial Services. On va revenir sur le mouvement du jour qui concerne le marché des devises, la faiblesse du